Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Obchiro, des termes nouveaux sont nés chez nous, on peut leur faire confiance. Bancarisation de l'argent de l'économie informelle. Bancarisation de l'argent de l'économie informelle. L'homme s'adapte décidément à tout. Il suffit d'user avec lui de patience, de persévérance. Il suffit de savoir le prendre, celui qu'on veut anesthésier doucement, par les moyens les plus persuasifs, souvent sonnants et trébuchants, pour qu'il finisse par tout accepter et même par ne plus rien sentir de l'amère réalité dans laquelle il a été progressivement imprégné. Qui aurait dit, en Algérie, il y a quelques années, que nous finirions par accepter ce que nous subissons aujourd'hui? Un 4e mandat présidentiel pour un homme qui n'était même pas en mesure d'assurer sa propre campagne électorale, qui ne s'est pas adressé à son peuple pendant des années, dont l'état de santé ne lui permet pas d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu, dans une parodie d'élection. Qui aurait cru, il y a quelques années, que cette institution présidentielle puisse être prise en charge par des gens qui décident de tout et en association avec des puissances étrangères, de façon presque transparente? Rien que ça. Qui aurait cru que nous aurions un Premier ministre du genre de Sellel, qui adore faire rire la galerie, un secrétaire général du FLN du genre Saadani, qui ne craint pas d'investir une fortune à Paris, d'acheter une résidence à Neuilly-sur-Seine, un titre de séjour de travailleurs immigrés, que ses enfants soient tous installés à l'étranger, à l'instar de la quasi-totalité des enfants des barons du régime d'ailleurs. Qui aurait cru, il y a quelques années, que la grande corruption puisse atteindre de tels pics, se généraliser à tous les barons du régime, que les fortunes de tous ces gens, ou plutôt le fruit de leur rapine, de leur déprédation, puissent atteindre des seuils aussi effarants, qui se comptent en centaines de millions de dollars. Qui aurait cru qu'un Ali Haddad puisse devenir un oligarque parmi les plus grands décideurs du pays, et qu'un Ouihia, subjugué par le charisme du nouveau maître, se mettent à hurler publiquement « Vive l'oligarchie algérienne !» L'oligarchie algérienne. Qui aurait cru que les nouveaux maîtres puissent, avec autant de facilité, démanteler le DRS, Darul, non pas pour démocratiser le pays, mais pour s'accaparer les puissants leviers décisionnels qui étaient entre les mains de ses chefs? Qui aurait cru que ce régime puisse dépenser plusieurs centaines de milliards de dollars, plus de 700 milliards de dollars nous dit-on, sans propulser le pays au niveau de développement que ces sommes faramineuses auraient dû permettre? Qui aurait cru que des partis politiques que nous croyions utiles, tendus vers des aspirations vraiment démocratiques, se transforment en lécheurs de vaisselle? Qui aurait cru que des pans entiers de la société algérienne deviennent des alliés naturels du régime parce qu'ils y trouvent leur compte, parce que les gens qui les constituent bouffent au râtelier? Qui aurait cru que toute l'intelligentsia du pays n'opte plus que pour soit la fuite à l'étranger, soit elle se rue, elle aussi, dans cette course à la grande zerda? Qui aurait cru que presque plus personne, si ce n'était quelques Cassandres en rade, ne s'inquiète plus de l'inéluctable déluge de malheur qui va s'abattre sur notre pays? Qui aurait cru qu'après avoir mangé en herbe la moisson des générations futures, les Algériens ne soient même plus en état d'évaluer les risques qu'ils font prendre à leurs propres enfants? C'est pourtant le cas, malheureusement. Tout cela est bien pire encore, nous pente au nez. Et nous restons là, absents, indifférents à notre propre sort, à celui de nos enfants, à qui nous allons laisser un pays en crise, et peut-être même un pays qui pourrait mourir sous leurs yeux. Aujourd'hui, TSA. Le gouvernement lance officiellement l'amnistie fiscale. 18 mois pour assainir l'économie informelle. Par Taoufik Abdelbali. Liberté. L'État a fixé le 31 décembre 2016 comme date limite pour en bénéficier. Amnistie fiscale pour les entrepreneurs du secteur informel. Maghreb émergent. Abdessalem Bouchouareb,
La bancarisation de l'argent de l'informel n'est pas une amnistie fiscale. Aujourd'hui, nous parlerons de cette fameuse amnistie fiscale qui défraie la chronique, mais aussi de la crise qui guette le pays, des risques que nous courons. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ali Benouari, ex-ministre du Trésor et fondateur de la Banque Société Générale Algérie, qui s'est porté candidat aux dernières élections présidentielles avant de s'en retirer, connu surtout pour avoir lancé des alertes très sérieuses, d'avoir fait des prévisions qui se sont révélées vraies. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, c'est quoi cette... D'abord, une question préliminaire. Finalement, votre parti, est-ce qu'il a été finalement autorisé à tenir son congrès constitutif? Est-ce que vous avez été reçu par le ministère de l'Intérieur? Non, c'est toujours le silence de l'administration. C'est inédit. Ça, j'aimerais le souligner parce que les gens ne comprennent pas. Je peux vous dire que j'ai bénéficié d'un traitement vraiment particulier. Ce qu'ils m'ont fait, ils ne l'ont fait à personne. Je n'ai même pas le droit de déposer un dossier. Et il n'y a pas de recours contre cela. Je ne peux pas recourir devant le Conseil d'État. La loi prévoit que si on n'a pas s'il y a un refus de l'administration une fois qu'on a déposé le dossier, etc., on peut recourir devant le Conseil d'État, mais pas, la loi n'a pas prévu ce cas. Et naturellement, ils en profitent. Et vous leur faites peur à ce point? Je ne sais pas. Je commence à croire que oui. Ah, c'est flatteur pour vous, par conséquent, donc ils vous rendent service d'une certaine manière. Je ne sais pas. Abdeslam Bouchouerb, le ministre de l'Industrie et des Mines, estime l'argent informel, comme ils disent maintenant, qui circule dans le marché, à environ 40 milliards de dollars. C'est lui-même qui le dit publiquement. Ce qui est déjà énorme en soi. Mais comment a-t-il fait pour faire une telle estimation, un cadrage aléatoire, de la pifométrie? Non, je ne crois pas. Peut-être qu'il a exagéré un peu, pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais la Banque centrale, le gouverneur et le ministre, le Premier ministre Sellel après lui, ont annoncé un chiffre de 3 700 milliards de billets en circulation au noir, qui ne rentrent jamais dans les banques, sur un total de billets en circulation de 5 600 à peu près, peut-être 70% en gros. Pour ma part, donc 3 700 milliards ou 4 000 milliards multipliés par 7% à condition que l'argent rentre tout de suite, ça donne 300 milliards de dinars, soit 30 milliards de dollars. Lui, il a dit 40. C'est pas... Pour moi, c'est un détail qui n'a pas d'importance. Ah bon, d'accord. Alors, question directe. Au sujet de cette mesure dite de bancarisation, quel bel euphémisme, n'est-ce pas? Pour éviter de parler blanchiment, est-ce que cette mesure n'aurait pas dû être discutée par le Parlement au vu de son importance? J'avoue que j'ai été surpris, comme beaucoup de gens, surpris devant la soudaineté de la décision, de l'annonce, par la forme dans laquelle ça a été annoncé. Et tout ça, évidemment, donne l'impression que ça cache quelque chose. Le fait même qu'on n'ait pas utilisé le terme d'amnistie fiscale renforce cette idée qu'il y a anguille sous roche. En réalité, c'est bel et bien une amnistie fiscale, même si le terme n'est pas utilisé sciemment pour ne pas donner l'impression qu'on blanchit, et pour ne pas voir les raisons ou les arrière-pensées de cette mesure. Oui, c'est bel et bien une amnistie fiscale. Mais lui il a déclaré, Abdeslam Bouchouerb, il a dit, c'est lui, je le cite, la bancarisation de l'argent de l'informel n'est pas une amnistie fiscale. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand on dit aux gens qui ont de l'argent en noir, remettez-le, déclarez-le et vous ne payez que 7%, dans tous les pays du monde, ça s'appelle amnistie fiscale. Je rappelle d'ailleurs que dans tous les pays, tous les 10 ans environ, il y a des amnisties fiscales qui portent je vous rassure, sur des pourcentages infiniment moindres. Mais enfin, les pouvoirs publics ont toujours le souci de récupérer l'argent, de rendre imposable tout l'argent qui est en circulation. Dans notre cas, la singularité, c'est que c'est une masse énorme qui constitue une menace. Je l'avais dit, rappelez-vous, c'est un cancer qui risque de métastaser puisqu'il conduit à une corruption d'une échelle sans précédent des 4 plus grands corps constitués, qui sont la police, la douane, la justice et les impôts, n'est-ce pas? Puisque cet argent, sa finalité, c'est d'échapper à l'impôt.
C'est pour ne pas payer l'impôt que les gens travaillent au noir, n'est-ce pas? Ça donne des activités au noir. Et aujourd'hui, on leur dit, n'ayez pas peur, revenez. Donc, revenez dans le giron de la sphère fiscale, de la sphère bancaire, donc officielle, et vous ne payez que 7%. C'est la forme, c'est le fond, c'est tout ça qui est scandaleux. Parce que 7%, je vous rappelle qu'aucun pays n'a amnistié pour une somme aussi dérisoire, alors même que les montants en jeu sont moindres, et alors qu'on procède régulièrement à des amnisties fiscales, tandis qu'ici, ce sont des décennies, 4 décennies, 5 décennies depuis l'indépendance. On n'a jamais décrété d'amnistie fiscale et on a laissé s'accumuler ces sommes qui sont devenues faramineuses et qui ne payent pas d'impôts, donc qui croissent plus vite que l'argent qui est officiellement, puisqu'ils ne payent pas d'impôts, qui est devenu une véritable menace pour le pays. Moi, je l'avais souligné. Mais j'avais énoncé les conditions dans lesquelles on pouvait amnistier, faire cette amnistie fiscale. Et croyez-moi, ce sont des conditions autrement plus sérieuses. Et d'ailleurs, qui requièrent impérativement un régime démocratique. Parce que fait dans ces conditions, prononcé dans ces conditions, ça a l'air, en catimini, ça a l'air plutôt d'être un blanchiment. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'en plus de l'amnistie fiscale, de cette façon de permettre aux gens de laver leur argent avec ces 7 fameux pourcents, est-ce qu'en plus ce n'est pas une question d'amnistie financière globale, de blanchiment d'argent, puisque ces sommes qui vont être déposées dans les banques vont être blanchies, elles vont être légalisées. Les Algériens n'ayant pas été consultés pour savoir ce qu'ils pensent de cette mesure, n'ayant pas donné même pas au Parlement, aux ordres, la possibilité d'amender, de procéder à des amendements, eh bien, ils donnent l'impression, ils donnent le droit aux Algériens de penser que cette mesure a été décidée pour blanchir l'argent des copains. Moi, ma thèse, puisqu'ils se sont exposés à ce genre de remarques, alors je m'en donne à cœur joie. Moi, je dis, ils blanchissent l'argent de leurs copains pour qu'ils puissent revenir tranquillement dans le secteur bancaire au moment où on parle de permettre aux privés d'exporter et d'investir à l'étranger. Donc vous imaginez les conséquences. Oui. Ensuite, c'est un gisement électoral très important puisque c'est des centaines de milliers d'Algériens qui ont de l'argent noir. Et donc on leur adresse un message, nous sommes avec vous, aux prochaines élections, votez pour nous. Et donc il y a comme ça des arrière-pensées qu'il ne faut pas se priver de dénoncer. Faisal Mattaoui est avec nous, journaliste de l'Ouatan, qui est souvent l'invité de notre émission. Nous allons le recevoir dans un instant et nous lui avons demandé de venir poser des questions à notre invité. Mais en attendant qu'il puisse être joint, j'aimerais vous poser une question au sujet de Ali Haddad, le puissant patron du FCE. Il est tout le temps sur tous les journaux, sur toutes les télés, les radios. Il reçoit des ambassadeurs à tour de bras, il voyage, il est lui-même reçu un peu partout, jusqu'en Chine. Il n'en finit pas de faire des propositions en tout genre pour le redressement de l'économie, pour un assainissement d'une situation dont ses membres ont vraiment profité pourtant et qui leur a permis de s'enrichir, parfois en milliards de dollars. Et c'est quoi cette intrusion massive orchestrée de main de maître dans la chose politique, dans la chose publique? Je dirais que c'est un avatar du système. Je dirais aussi que c'est le symbole de la république bananière que nous sommes devenus. Je dis bien république bananière, parce que tout de même, si cet homme avait été un capitaine d'industrie connu et reconnu, on le saurait. Oui. Si cet homme avait réalisé de grandes choses, on le saurait. Si cet homme avait réussi à aider le pays à exporter des marchandises pour gagner des devises au pays, on le saurait. Si cet homme représentait quelque chose dans la société, on le saurait. En réalité, c'est un symbole, un vulgaire symbole d'une république qui tend de plus en plus à devenir une république bananière. Voilà comment je le ressens. Et je le ressens, comme tous les Algériens, comme une humiliation de plus. Faisal Mattaoui, merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonsoir. 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 Alors, des questions à poser à Ali Benouari? Oui, première question, pour une fois je suis de l'autre côté de la barre, donc ma question peut-être la première, et M. Benouari en a parlé à propos du blanchiment d'argent, parce que dans la déclaration faite par Boumel Seller, qui est Premier ministre, il avait dit par rapport à cette mesure que l'argent qui vient de la criminalité ou du financement du terrorisme est exclu. Alors ma question, comment les banques, la Banque centrale et ceux qui doivent recevoir cet argent qui circule dans le circuit informel, peuvent-elles contrôler que l'argent ne vient pas de la criminalité? Très bien. C'est Ali, vous avez bien compris la question? Bien sûr, je salue c'est Faisal au passage, je lui rends son salut.
Et il a raison. Quand quelqu'un se présente devant un guichet de banque pour dire, voilà, ce sont les milliards que j'ai accumulés au fil des ans, compte tenu de la loi qui vient d'être adoptée, la mesure qui vient, eh bien voilà, je viens mettre cet argent sur mon compte. Mais est-ce que la loi prévoit qu'on lui demande l'origine de sa fortune? Non. Oui. On lui dit juste, payez 7% et vous êtes blanchi. Cela signifie que non seulement le produit de cette amnistie, ou les fonds qui vont bénéficier de cette amnistie, proviennent de l'évasion et de la fraude fiscale. On peut éventuellement, si vous le souhaitez, expliquer la différence entre fraude et évasion fiscale, mais il peut très bien provenir de crimes, de trafic de drogue, puisque la loi est muette. La loi ne dit pas, elle dit simplement... Et l'intéressé ne va pas dire c'est de l'argent de la drogue. Bien entendu, il ne va pas avouer lui-même, écoutez, voilà, j'aimerais bien bénéficier des dispositions de cette loi, mais voyez-vous, j'ai fait dans le trafic, et puis voilà, est-ce que je peux? Naturellement. Oui. C'est pour ça que c'est grave, cette mesure est très grave. Ça veut dire, c'est juste une coquetterie intellectuelle que de le dire, quoi. Bien entendu. Ça veut dire, ça ne veut rien dire. Mais ce qui est plus grave aussi, c'est qu'une fois que vous avez amnistié ces fraudeurs, vous ne pouvez pas revenir sur la loi. Voilà. Vous ne pouvez pas revenir. C'est un argent blanchi. Oui, vous ne pouvez pas, dans quelques années, leur dire, écoutez, 7% au moment où le pays sera dans une difficulté financière extrême. Vous ne pouvez pas dire à ces gens, eh bien, ce n'est plus 7, c'est 20%, comme ça se fait dans la plupart des pays, ou 30, ou 40, ou 50. Restez avec nous, Faisal, nous revenons à vous dans un moment. Ali Benouali, pensez-vous que les gens qui détiennent cet argent informel, ces 40 milliards de dollars, vont accepter de le mettre à la banque, de le déclarer, de le rendre visible et donc plus accessible au fisc? Et pourquoi feraient-ils cela quand eux qui sont les associés des barons du régime, bien souvent, voient que leurs associés, les barons du régime, leur argent à eux, ils ne le mettent pas dans les banques, ils le font sortir, ils le transforment en devise et ils le font sortir à l'étranger. Alors pourquoi ces gens qui sont dans l'économie informelle iraient-ils mettre leur argent dans les banques au lieu de le transférer, de l'expatrier en devise? C'est une question qu'on peut se poser effectivement. À un moment, sentiment est qu'une partie vont profiter de ces dispositions, ils vont mettre leur argent dans la banque. Ce sont les gens qui sont proches du pouvoir et qui savent qu'ils n'ont rien à craindre. Ceux qui auraient quelques craintes à avoir, parce qu'ils ne sont pas bien connectés, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les institutions du pays, parce qu'ils craignent l'avenir, parce qu'ils craignent aussi éventuellement des dévaluations à répétition, ils vont se dire, mais si je mets mon argent dans la banque et que demain, le dinar se déprécie, je ne peux rien faire. Mon pouvoir d'achat exprimé en devise va diminuer. Et donc certainement que les gens qui sont au noir, qui sont des gens, croyez-moi, très avisés, eh bien, une bonne partie ne profitera pas de cette disposition et préférera garder cet argent dans les circuits parallèles et le changer quand il charger au marché noir, le transférer à l'étranger, le planquer, acheter de l'or, je ne sais pas. Donc vous voyez, il y a les deux. Mais à mon sens, ceux qui vont profiter de cette disposition, c'est surtout les gens connectés avec le pouvoir. Qui vont échanger ce dinar déclaré en devise pour l'expatrier de façon officielle. Ou qui vont acheter des entreprises publiques qu'on va décider. Transactionnelle, j'allais dire, bancaire. Voilà, il n'est pas impossible que la crise aidant, et crise financière, mais crise de légitimité aussi. Il n'est pas impossible que l'année prochaine, par exemple, on dise « Allez, on va libéraliser, on va privatiser ces entreprises publiques qui nous coûtent beaucoup d'argent. » Et quand ils vont privatiser ces entreprises publiques, qui va en être le bénéficiaire? Rappelez-vous la Russie, mais c'est nos oligarques, chers à Yahya, ces grands oligarques, ces rapaces. Ils vont se précipiter là-dedans et avec l'argent blanchi, l'argent sale blanchi, entre autres, ils vont pouvoir mettre la main sur des entreprises qui ont au moins des actifs extrêmement importants et d'ailleurs qui valent plus par leurs actifs que par leur profitabilité. Faisal Mattawi. Oui, Jamal. J'ai effectivement une deuxième question pour Ali Benouali. Dans sa déclaration, je reviens toujours aux déclarations de Selem, il disait que nous allons tenter de récupérer un tiers de cette somme de 3700 milliards de dinars. Alors pourquoi le Premier ministre, qui sûrement a des informations, a limité les ambitions à un tiers de l'argent récupéré et pas les deux tiers? Est-ce qu'il sait qu'une grande partie de cet argent qui est dans l'informel ne reviendra jamais aux banques? Oui, Faisal, c'est à peu près ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des gens qui
continueront à se défier de l'État et des institutions de l'État, et qui préféreront. Probablement, le Premier ministre a fait ce calcul et s'est dit, si on arrive à récupérer un tiers, c'est déjà pas mal. Oui, poursuivez. Voilà, et donc je pense que l'estimation du Premier ministre est une estimation qui, à mon avis, est réaliste. Maintenant, ça ne réduit en rien le jugement sévère que l'on peut porter sur cette mesure, sur cette disposition, qui est une disposition absolument illégitime, prise par un gouvernement illégitime. Autrement dit, c'est comme une fuite en avant. Après avoir dilapidé des ressources pétrolières par centaines de milliards, après avoir dilapidé des recettes fiscales par milliers de milliards, après avoir dissipé le bas de laine que constituait le fonds de régulation de recettes destiné normalement aux générations futures, voilà qu'on se tourne vers un autre gisement, un gisement fiscal. Et donc, c'est également une façon de priver, c'est une façon de priver aussi les générations futures ou le pays de ressources. Pour moi, c'était un gisement. J'en ai fait d'ailleurs un axe essentiel de la réforme monétaire et fiscale que je proposais lors de la dernière présidentielle. Mais dans mon cas, dans mon programme, il ne s'agissait pas d'amnistier n'importe comment et il ne s'agissait surtout pas de faire n'importe quoi de cet argent puisqu'il était destiné, selon moi et dans mon programme, à alimenter un fonds de développement national pour créer 1 million d'entreprises en 5 ans. On dirait presque qu'ils ont voulu, priver le pays de la possibilité d'utiliser cette manne précieuse pour le développement du pays. Parce que tout de même, on peut imaginer, c'est une façon de voir aussi les choses, on peut dire que cet argent est à l'abri. Ça peut faire sourire, mais je dis oui. Les gens qui ont de l'argent au noir, cet argent a bien été fabriqué par la Banque centrale. On sait qu'il n'est pas dans les banques, on sait qu'il est au noir. Et on se dit, eh bien, le jour où on en aura besoin, on va le taxer, comme ça se fait à l'étranger, 20-30%, et ça ramènera immédiatement au pays tant. C'est une réserve d'argent, et là encore, ce pouvoir illégitime a fait même basse sur cette réserve, privant le pays de cette manne pour des besoins qui seront des besoins absolument essentiels dans les années qui viennent. J'ajoute aussi, c'est pour ça que je parle de précipitation, d'arrière-pensée malsaine, parce que rien n'oblige, quand le Premier ministre dit « j'escompte un tiers seulement », moi j'ai envie de lui répondre « mais, Monsieur le Premier ministre, pourquoi un tiers ? Pourquoi si peu ? Vous pouvez obtenir 100% tout de suite en changeant les billets de banque. Pourquoi n'a-t-il pas envisagé une mesure simple qui consiste à changer les billets de banque et de cette manière-là... Là c'est imparable. Les gens n'ont pas d'autre choix que de ramener tout leur argent. Bien entendu. Évidemment. Bien entendu. Faisal Matawi, avant que nous changions de registre, une autre question sur ce même thème? Oui, est-ce que vous pensez, M. Ali Benouari, est-ce qu'on peut penser que cet argent, une grande partie de cet argent, peut-être 90%, peut-être plus, a déjà quitté le pays à travers donc les transferts illégaux de devises, puisque une grande partie des importations en Algérie ne sont que des opérations visant à exporter de la devise et que cet argent qui est à l'étranger, peut-être dans les paradis fiscaux, en Europe, en Asie, ne reviendra jamais à l'Algérie? Non, les dinars ne quittent jamais l'Algérie. D'abord, il y a une différence. Convertis en devise. Oui, convertis, oui. Les dinars servent de compensation. Pas les dinars, non, l'argent converti en devise. Oui, l'argent converti en devise, bien sûr qu'il est à l'étranger. Bien sûr qu'il est à l'étranger. Les dinars sont toujours là, mais ils ont, entre autres, servi à compenser de l'argent qui n'est pas rentré, qui aurait dû rentrer, mais qui n'est pas rentré, par compensation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est Faisal. Oui, c'est bon. Restez avec nous, Faisal. Ali Benouari, tous les observateurs sérieux se montrent très inquiets et parlent tous de bouleversements imminents. Pourtant, si l'on se réfère aux conditions en présence, conditions économiques, j'allais dire, financières, vous m'avez dit la dernière fois que vous étiez venu à cette émission que ce régime a besoin d'un montant incompressible de 60 milliards de dollars, alors que maintenant il a perdu à peu près 50% de ses ressources. Pardon, Alors, aujourd'hui, ces 60 milliards, il peut les trouver. Il y a à peu près, en moyenne, 30 milliards de dollars qui continueront de rentrer
par le biais des ressources hydrocarbures, et il y aura le recours à ces fameuses réserves de change, 30 milliards disons, et il aura donc ces 60 milliards de dollars. Donc, la chute du régime n'est pas imminente, il pourra tenir encore jusqu'en 2019 ou en 2020. Bien sûr. Là, il m'est arrivé de dire dans d'autres enceintes que le régime restera jusqu'au dernier dollar. Autrement dit, tant qu'il y a de l'argent en caisse, il ne partira pas. Le danger, il est là. C'est que, vous venez de le souligner, les exportations ont baissé de moitié, les importations, dans le meilleur des cas, vont baisser de 10 à 20% parce qu'elles sont devenues incompressibles avec le temps. Les médicaments que l'on importe, auxquels les gens se sont habitués, notamment ceux qui sont dépendants de certains médicaments, comme l'insuline. L'alimentation, les gens se sont habitués à une certaine alimentation. Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aux gens consommer 2 fois moins de lait ou 2 fois moins de pain. Les voitures qu'on a importées, 600 000 voitures par an. Besoin d'essence. On a besoin d'essence et de pièces détachées. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain freiner ces importations. Et je ne parle pas des biens d'équipement pour des usines, pour des conserveries, pour plein de choses. Je ne parle pas de l'habillement, puisque nous importons au fond tout, de tout. Donc il sera très difficile de diminuer les importations, du moins de façon volontaire. Par contre, les exportations, on les subit. Aujourd'hui, on aura, selon toutes les estimations les plus raisonnables, un déficit de 30 milliards de dollars de la balance des paiements. 30 milliards qui correspondent à peu près peut-être à 30-35 milliards de dollars d'exportation et à 60 milliards, services inclus, d'importation. L'année prochaine, la donnée va être encore plus grave si les prix du pétrole continuent à être sous pression. Pourquoi? Parce que la production algérienne n'augmente pas. Parce que les subventions qui sont à la base de la consommation de produits énergétiques, l'essence, l'électricité, etc., ces subventions, le gouvernement, bien qu'il parle de les réduire, je serais très étonné qu'il y touche. Ça sera la dernière chose à laquelle il touchera. Et donc l'année prochaine, le déficit de la balance des paiements sera encore plus grand. Et l'année d'après encore plus grand. Autrement dit, on peut imaginer que dans le plus optimiste des scénarios, et le Premier ministre lui-même l'a confirmé, en 2019, c'est-à-dire au terme du 4e mandat, l'Algérie n'aura plus $1 de réserve de change, mais dans un contexte où elle devra, à partir de 2019, trouver 30, 40, 50, 60, 70 milliards de dollars à emprunter sur les marchés chaque année, alors qu'on ne trouvera pas 100 millions de dollars. On n'arrivera pas à emprunter. Je l'ai vécu. J'ai vécu cette période où les caisses étaient vides en 1980, de 1988 à 92. 91-92, j'étais au gouvernement, mais avant, j'étais conseiller, expert, et on se démenait comme des diables. Et je peux vous assurer que c'était devenu de la mendicité internationale. Et on acceptait toutes les conditions qu'on nous offrait. On était sous le... Pour avoir 50 ou 100 millions de dollars. Pour avoir des montants, vous ne les trouvez pas, ces 50 ou 100 millions de dollars en cash. On vous dit, vous avez besoin d'un hôpital, on vous le finance. On vous fait, si c'est les Français, eh bien les Français viendront construire l'hôpital avec leurs entreprises. Et vous allez vous endetter pour le montant de l'hôpital. Vous voulez des routes, la même chose. Et pour tout ce qui touche à des biens de consommation, tout ce qui touche à des biens alimentaires, à des médicaments, etc., vous ne trouverez pas d'argent. Parce que, ou alors vous trouverez de l'argent que vous ne pourrez pas rembourser, puisque la consommation ne génère pas de quoi la rembourser. Oui. Et donc, nous allons nous retrouver dans une situation où les marchés financiers se fermeront très vite et où on nous montrera le chemin du Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international, je vous rappelle que nous avons été étranglés par les conditionnalités et on n'a pas pu dire non. On n'a pas pu dire non parce qu'on consacrait toutes les recettes annuelles pour rembourser le service de la dette. Et donc il ne nous restait rien pour vivre. Donc pour importer de quoi manger, de quoi faire fonctionner la machine économique, les usines, il fallait mendier des crédits gouvernementaux et des crédits multilatéraux. Donc des crédits à des gouvernements et des crédits à des institutions comme la Banque africaine, la Banque mondiale, etc. Et toutes ces institutions nous posaient des conditions. Jusqu'au moment où on a rééchelonné, et là ils nous ont dit, écoutez, vous n'aurez pas un centime si vous ne passez pas par les conditionnalités, par l'ajustement structurel. Vous marchez sur la tête, il va falloir maintenant marcher sur les pieds. Vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est la première des choses que le FMI va nous dire. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous n'avez pas les moyens d'importer pour 60 ou 70 milliards de dollars. Il vous faudra
vivre avec 10 milliards de dollars. Vous avez entendu ces gens-là? Ils ont encore de la rallonge d'ici 2019, donc ils pourront tenir, ils pourront continuer à mener la même politique d'anesthésie générale. Alors il y a deux raisonnements. Oui. Il y a deux raisonnements. Il y a le raisonnement qui procède, qui est fait par le pouvoir. Le pouvoir est tranquille quand il dit oui, j'ai de quoi tenir jusqu'à 2019. Mertah, pas de souci. Mais le peuple algérien qui sait que il sait très bien qu'en 2019, si ça continue, il est mort. En 2019, nous allons, je dis toujours la famine. Je dis au peuple algérien, n'attendez pas 2019, parce que si vous attendez 2019, nous sommes morts en 2019. En 2019, c'est la famine, c'est-à-dire que le Fonds monétaire agit de manière très simple. Et lui, il ne va pas négocier avec l'UGTA, avec le syndicat, avec il ne va pas entrer dans les négociations avec les parties algériennes, avec les entreprises, les ouvriers, etc. Il va juste demander au gouvernement de signer une mesure d'évaluation du dinar. On a dévalué de 400% entre 1994 et 1997, alors que les importations algériennes étaient de 10 milliards de dollars. Imaginez de combien nous devrions dévaluer dans la situation où nous aurons des importations de 60 ou 70 milliards de dollars au bas mot. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si le pouvoir serre et diminue les importations, la population va augmenter de 5 millions d'habitants. Donc, même si on continue à importer, le montant actuel, il ne correspond pas aux besoins de la population qui, entre-temps, aura augmenté de 5 millions d'habitants. Et donc, ce qui va se passer avec cette dévaluation, on passera peut-être pas du premier coup, la première année, mais selon probablement un agenda qui va dire, maintenant vous dévaluez de 100%, l'année prochaine de 100%. Ça voudra dire quoi en termes concrets? Ça voudra dire qu'on va se serrer la ceinture. Ça veut dire qu'il faudra beaucoup d'argent pour amener la même quantité de marchandises. Les gens vont devoir consommer moins, donc importer moins. Oui. C'est ça le but qui est recherché par le Fonds monétaire. Oui. Mais pour pouvoir importer à hauteur de nos exportations, il va falloir dévaluer non pas de 20 ou 30 ou 50%. Ils risquent, et ils le feront, sans état d'âme, de nous demander de dévaluer de 300, 400 ou 500%. Cela signifie que la baguette de pain vaudra 3, 4, 5, 6, 10 fois plus. Parce que non seulement ils vous demanderaient de dévaluer, mais ils vous demanderont de supprimer les subventions. Donc dans un premier temps, les prix vont augmenter parce que les subventions vont être supprimées. Et dans un deuxième temps, les prix vont continuer d'augmenter parce que vous aurez dévalué. Parce qu'on importe tout. On importe le blé, on importe le lait, on importe les médicaments, on importe les pièces détachées pour voitures, on importe les habits, on importe de tout. Et donc, la dévaluation est fatale. Elle est fatale et elle va appauvrir considérablement la population algérienne qui s'attend aujourd'hui, vous le savez, elle s'attend chaque année à avoir une amélioration de sa situation. Mais justement, au sujet de cette subvention et de ces soutiens des prix dont vous nous parlez, Ali Haddad, le patron du FCE, suggère de mettre fin au soutien des prix de certains produits, soi-disant parce que ce ne sont pas que les pauvres qui en profitent, qu'il faudrait mettre en place des mécanismes qui puissent distribuer les aides directement aux nécessiteux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est encore une fois scandaleux, parce que lui-même s'est nourri de ce système et de ces subventions. Même le taux de change actuel est subventionné. Le taux de change actuel est subventionné comme le pain, comme le sucre, comme tout ce qu'on importe. Pourquoi? Parce que le taux de change permet aux importateurs algériens, dont M. Haddad et d'autres, d'importer à 100 dinars un bien qui vaut 1 dollar. Si le dinar était à son vrai prix, je ne sais pas lequel, mais peut-être, disons, 160, qui est le taux parallèle, M. Haddad paierait 160 dinars pour importer l'équivalent d'1 euro. Et donc, quand vous multipliez ça, prenez le cas des importateurs automobiles et d'autres, quand vous multipliez ça quand vous comptez non pas en dollars, mais en millions et en milliards de dollars, vous imaginez les profits colossaux que font les importateurs, donc les privés algériens, qui n'exportent rien et qui viennent donner des leçons de morale. Oui. Voilà un peu ma réflexion. Faisal, d'autres questions? Oui, toujours dans le même cadre, M. Benouari, nous avons écouté le ministre des Finances, M. Abdelrahman Khalfa, qui connaît d'ailleurs bien le secteur des finances, nous dire
Et à plusieurs reprises, et c'était adressé à la population algérienne, il leur dit, si vous ne voulez pas qu'on recourt à l'endettement donc à l'extérieur, il ne faut plus gaspiller. Est-ce que lutter contre le gaspillage, donc la grosse consommation, la surconsommation, est le seul moyen pour éviter l'endettement? Disons qu'aujourd'hui, il peut se permettre de dire c'est trop facile, on ne gaspille pas. Mais ça veut dire quoi, gaspiller pour un pauvre? On devrait commencer par éviter que les riches gaspillent ou que les riches payent les impôts. Je vous rappelle que toutes les entreprises privées du pays ne payent pas autant d'impôts que les salariés. Ouais. Il n'y a pas d'impôt sur les Première grosses source fortunes. de fiscalité. Le plus grand scandale, déjà, il est là, l'injustice sociale. Ouais. Ce sont les pauvres qui payent les impôts en Algérie, pas les riches. Les riches ne payent pas d'impôts. Et ça vient donner des leçons. Oui. Et en plus, ils sont subventionnés, ils sont aidés, Mais je crois que une des grandes mesures, dans le cadre des grandes réformes que personnellement je préconise, ça va être de la justice sociale, la justice devant l'impôt. La justice devant l'impôt. Autrement dit, il faut faire que l'impôt soit redistributeur, profite aux pauvres plutôt qu'aux riches, même si par ailleurs, j'ai développé dans ce programme une thèse qui est un peu particulière, qui je préfère encore 10% d'impôt, une flat tax, un impôt unique de 10%. Comme ça, ceux qui sont en noir et qui ne payent pas paieront 10, et les salariés qui payent 20, ils paieront 10. Je leur donne 10% de pouvoir d'achat. Et au moins, ça relance la machine économique et il n'y aura plus de raison de craindre le fisc, de craindre de devoir payer ses impôts. Mais tout ça est très compliqué. C'est pour ça que moi, je l'intègre dans réforme monétaire et fiscale. Une réforme fiscale seule ne marchera pas. Une réforme monétaire seule ne marchera pas. Tout comme une réforme monétaire et fiscale seule ne marchera pas sans le sous-bassement qui sont les réformes politiques et institutionnelles. Tout est lié, voyez-vous. En réalité, aucune mesure qui peut être décidée par l'actuel pouvoir, l'actuel gouvernement, ne peut être efficace, ne peut marcher, sauf servir ceux qui, évidemment, en sont les auteurs. Parce que les conditions, les préalables à la réussite de ces réformes ne sont pas réunies, c'est-à-dire faire que la dépense soit contrôlée, tout simplement. Il faut faire que le Parlement joue son rôle, approuve les dépenses, approuve les recettes, qu'il soit représentatif du peuple. Il faut que le gouvernement soit contrôlé. Il ne l'est pas aujourd'hui. Le gouvernement fait ce qu'il veut, dépense comme il veut, décrète ce qu'il veut, et personne ne le contrôle. Comment voulez-vous juger d'une mesure comme celle-là, si ce n'est de dire le gouvernement n'a pas la légitimité pour décréter cette amnistie? Il n'a déjà pas la légitimité pour gérer le pays, mais là, il touche à quelque chose, il prive l'économie d'un gisement fiscal dont on aura besoin demain. Et donc, l'un dans l'autre, vous semblez appréhender réellement ce qui pourrait se passer dans ce pays, le pire. Qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous en l'absence d'une société qui ne parvient pas à s'organiser, à se structurer, à organiser une contestation politique? Est-ce que nous ne pourrions pas nous retrouver dans une contestation, plutôt une explosion populaire, violente, anarchique? C'est la question que me posent beaucoup d'Algériens. C'est la question que beaucoup d'Algériens posent à l'opposition. Les Algériens aujourd'hui ont peur. Ils savent que demain sera très difficile, que 2019, il n'y aura pas d'argent. Ils savent ce qui les attend. Ils ne le savaient peut-être pas, mais au moins, je crois que l'opposition, en tout cas pour ma part, j'ai fait mon devoir, c'est d'alerter, d'éveiller les consciences, de signaler les dangers qui nous guettent. Ils ne comprennent pas, et je ne comprends pas non plus, pourquoi le gouvernement fait la sourde oreille. Pourquoi le gouvernement, sachant, parce que sans doute, il sait que nous allons à la faillite et à l'effondrement, pourquoi ce pouvoir s'entête à garder le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il sacrifie le pays pour des intérêts alors que les intérêts matériels des tenants sont assurés? Pourquoi s'accroche-t-il à ce pouvoir au point de provoquer un désastre, l'effondrement de ce pays? La question donc qui nous est posée aujourd'hui, arrêtez de blablater. Les gens disent l'opposition n'est pas une opposition, parce qu'elle ne fait que critiquer. Même si pour ma part, je dis la critique est une chose, mais proposer des solutions et montrer que des solutions sont possibles, c'est autre chose. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir s'entête. Il donne l'impression de dire, causez toujours,
vous avez le droit de causer. Et bien nous, on a le droit de gérer le pays comme on l'entend. Donc nous sommes dans une espèce d'impasse diabolique, infernale. Mais parce que l'opposition n'a pas le droit, ne se sent pas le droit d'appeler les gens à sortir dans la rue. En France, en Amérique, en Suisse, partout, l'opposition, quand elle est mécontente, elle manifeste pacifiquement. Et en Algérie, malgré le drame qui nous attend, l'opposition ne se sent pas le droit de dire aux gens « sortez dans la rue » parce qu'elle serait très vite accusée de vouloir détruire le pays, la guerre civile et transformer l'Algérie en deuxième Syrie ou en Irak. C'est épouvantable, ce chantage. Nous sommes dans une situation de chantage épouvantable. Et nous ne savons pas quoi répondre aux gens qui nous demandent « donnez-nous des ordres et on descend dans la rue ». Et l'opposition a peur de prendre cette responsabilité. Et je pense que peut-être qu'il y a une autre voie, mais on peut en parler si vous voulez. Faisal, une dernière question. Effectivement, pour aller dans le même sens de ce que disait M. Ali Benouari, mis à part les experts comme lui, comme beaucoup d'experts financiers, qui ont déjà alerté, qui ont attiré l'attention, et aussi un groupe qui s'appelle le groupe d'ethnie, comme M. Benouari connaît, qui a fait des propositions et qui n'a jamais été écouté depuis des années, on a l'impression qu'il y a une certaine indifférence par rapport à la gravité de la situation économique du pays. Le pays, et M. Benouari l'a si bien expliqué, va vers peut-être une situation de cessation de paiement. Alors comment faire sur le plan politique du moins pour que les Algériens soient sensibilisés à cette situation grave vers laquelle le pays se dirige. Alors, les gens nous disent, vous nous avez sensibilisés, vous nous avez fait peur. C'est très bien. Maintenant, on a peur. Maintenant, on sait ce qui nous attend. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y en a qui disent, donnez-nous des ordres et on descend dans la rue. Pour pas dire plus. Nous sommes tétanisés, parce que nous avons tous peur qu'il nous arrive ce qui est arrivé à la Syrie, à l'Irak, et le gouvernement le sait, le pouvoir le sait, il joue sur ça. C'est affreux, c'est pour ça que je dis c'est affreux. Maintenant, il y a une autre voie, celle de Mouloud Hamrouche. Justement, je voulais vous poser une question sur ça. Mouloud Hamrouche, récemment, il a déclaré au Forum de Liberté, Bouteflika, Toufiq et Gaïd Salah ont les clés de la sortie de crise. Qu'est-ce que ça m'inspire? L'un dans l'autre, pour répondre à la question de Faisal et de celle-ci. Tout à fait. Ça veut dire oui. Très, très sincèrement, je pensais que si Mouloud Hamrouche avait tort de se maintenir dans une certaine réserve. J'étais plutôt de ceux qui disaient qu'il faut descendre dans l'arène, s'organiser, se battre, structurer les gens, etc. Et puis je regardais un peu avec curiosité, j'essayais de comprendre son silence et son discours invariable, qui dit en gros, la solution, la clé est entre les mains de l'armée. Et aujourd'hui, il a été un peu plus précis puisqu'il a cité ces trois personnes. Eh bien, comment j'interprète aujourd'hui cette déclaration? Je l'interprète donc différemment. Je me dis, et si c'était lui qui avait raison? Et si c'était Mouloud Hamrouche qui avait raison? Parce qu'au fond, il s'adresse aux décideurs, aux vrais décideurs, même si derrière eux, il y en a d'autres. Enfin, c'est les principaux. Et il leur dit ceci. Ayez pitié de ce pays. Ce pays va s'effondrer, et vous le savez. Ayez pitié de ce pays. Partez. Mais quand c'est lui qui le dit, pourquoi ça a du sens que ce soit lui qui le dit? Un, parce que ce n'est pas un aventurier. Deux, il a été Premier ministre. Il a été combattant. Il est fils de shahid. Il a été le père des plus grandes réformes que le pays a réalisées depuis l'indépendance. Il n'a pas trempé dans le coup d'État de 92. Il a aujourd'hui une capacité de rassemblement que personne ne possède en Algérie. Et c'est un démocrate authentique. Je le tiens pour un démocrate authentique. Donc, au fond, beaucoup de gens le voient comme un pur produit du régime. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas aussi sincère que vous le dites. J'en veux pour preuve quand il dit que ça se passe au niveau de Bouteflika, de Gaïd Salah et de Toufiq. Dans la réalité, nous savons que Bouteflika n'est plus rien. Ce sont les gens qui sont derrière lui qui commandent. Nous savons que Toufiq n'habite plus qu'une maison hantée, un DRS qui a été vidé de toute substance, et que Gaïd Salah obéit lui-même à des cercles non identifiés. Mais je pense que vous avez quelque part raison, bien sûr, mais je crois que Mouloud Hamrouche parle de symboles. Pourquoi? Parce qu'il cite, au travers de ces personnes, la présidence de la République
les services de renseignement, l'état-major. Donc, que ce soit ces gens-là directement ou qu'ils gèrent collectivement leur secteur, leur département, importe peu. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes en 2015. Mouloud Hamrouche a quitté le pouvoir en juin 1991. Il s'est abstenu depuis de faire la moindre déclaration qui peut être interprétée comme une volonté de mener le pays à la violence. Il n'est pas du genre à insulter, etc. Et aujourd'hui, il leur dit indirectement, partez. Il leur dit aussi indirectement, partez avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi je dis le fait que ce soit lui qui le dise est important? Si c'était moi qui le disais, il me rirait au nez. Qu'est-ce que je suis? Lui a été, outre les distinctions qu'il a, donc les qualités qu'il a, il a été colonel quand je ne sais pas quel grade il avait, Gaïd Salah, quand Mouloud Hamrouche était colonel, ou Toufiq. Officier subalterne, certainement. Bouteflika, on connaît son grade pendant l'armée, même si d'aucuns disent qu'il n'a tiré aucune balle. Mais enfin, il était quand même colonel avec Boumediene. Oui. C'était un proche de Boumediene. Donc finalement, tout cela lui donne une légitimité, à mon sens, de s'adresser à ces gens-là et de leur dire, par pitié, pitié pour ce pays, partez. Et quand c'est lui qui le dit, ça veut dire qu'il peut très bien, demain, on peut imaginer, on peut rêver aussi, que le pouvoir lui serait transmis en disant « organisez des élections libres, débrouillez-vous avec l'opposition ». Et là, nous, les opposants, les partis d'opposition, en tout cas pour moi, je peux vous dire que je serais très heureux de pouvoir compter sur, de pouvoir entrer dans cette dynamique-là. Ali Benouali, voilà. Pour le coup, je vous trouve trop optimiste si vous pensez qu'un tel appel de Mouloud Hamrouche puisse avoir un tel effet, mais restons optimistes, sait-on jamais. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Comme je remercie Faisal Mattaoui. Merci Faisal. Comme à chaque fois, vous avez toujours répondu présent. Merci infiniment. Cette émission est donc terminée. Salam alaikum. Slama.